tous. Vous m'entendez? Bien, alors je vais faire un petit résumé donc, sur quelques problèmes qui ont été illustrés dans le cadre de cartographie de végétation de zones humides, et pour voir un petit peu quelles conséquences méthodologiques ça peut donner avec des exemples, hein, je ne serai pas exhaustif, hein, et puis insister après sur des aspects de multidisciplinarité, enfin l'intérêt de la multidisciplinarité, y compris dans les cartographies, dans les problématiques de cartographie. Alors à travers les exemples qui ont été présentés dans cette session, déjà on peut dire quelque chose d'un peu général, c'est que les zones humides sont quasiment toujours des complexes de végétation, imbriqués de façon assez fine au niveau spatial, et en conséquence ça a des conséquences très directes sur la cartographie, sur plein d'aspects, donc je vais rappeler quelques-uns. Donc d'abord une grande diversité de communautés végétales élémentaires, mais aussi une grande diversité d'organisation de ces communautés entre elles, à différentes échelles spatiales, mais aussi temporelles. Donc ce sont des végétations azonales, ce qui fait qu'à l'échelle du paysage, déjà, on peut les localiser particulièrement, hein, notamment sur des questions de topographie. Et d'ailleurs, à travers la méthodologie CARAB, on prévoit en fait un compartiment spécifique qu'on va qualifier d'hygrocère, donc sur ces végétations azonales. Alors c'est des végétations qui peuvent être masquées aussi à l'échelle du paysage, notamment quand elles se situent en situation intraforestière. Il y a une des présentations qui insistait sur cet aspect, et donc sur la difficulté de les détecter dans un certain nombre de cas par des voies de télédétection, de photographie aérienne. Elles peuvent être masquées d'ailleurs même pour l'opérateur de terrain qui, dans un premier temps, à l'échelle de l'observation du paysage, pour identifier son échantillonnage, peut rater aussi des choses en termes d'observation. Après, on a des nombreux cas particuliers d'organisation et de zonation des zones humides, donc c'est difficile d'avoir des modèles exhaustifs à suivre dans des cahiers des charges, des méthodologies, puisque chaque opérateur sur le terrain va rencontrer des cas qui lui sont propres et qui n'ont pas été prévus exactement dans la méthodologie. Alors, on a vu dans la plupart des présentations en fait, s'inspirer de la méthodologie qui a été retenue pour CARAB, c'est-à-dire de cartographier plutôt des cellules paysagères qui sont à un niveau intégré des complexes de végétation et qui prend en compte aussi de l'échelle de gestion, hein, en tout cas qui essaye de s'appuyer sur des unités de gestion. Mais même dans ce contexte-là, ce qu'on peut observer comme problématique, c'est que les limites de ces unités paysagères peuvent poser des problèmes. Et puis on a, donc, pour donner quelques exemples de cas un peu typiques, mais il y en a donc de très nombreux, je le disais, de très nombreux cas particuliers. On peut noter les ceintures d'étangs, les cas des rives exondées avec des marnages importants, le cas des complexes alluviaux. Donc tout ça sont des grands types, on va dire, mais à l'intérieur de ça, on rencontre vraiment plein de cas particuliers. Alors un autre problème qui a été évoqué par une des communications là, sur la réserve naturelle de Saint-Denis, c'est le problème des successions à l'intérieur d'une saison de végétation sur une même localité de plusieurs communautés végétales qui vont s'exprimer mais à des dates différentes. Et ça peut poser effectivement un problème de cartographie, surtout lorsqu'on prend des méthodes qu'on utilisait beaucoup pour Natura 2000, où on essayait de cartographier des végétations élémentaires. En réalité, on cartographiait en général des complexes de végétation élémentaire pour lesquels on faisait un peu des approximations ou dans lesquels on s'appuyait sur des légendes de mosaïques, mais qui posaient des vrais problèmes en termes d'échelle de cartographie. Alors, avec les méthodologies plus intégrées, cette problématique est moins criante, puisqu'on peut lister toutes les unités présentes, soit en mosaïque spatiale, soit qui se succèdent dans le temps au cours de la saison de végétation. Autre difficulté mise en évidence par la présentation sur les estuaires, avec des limites en fait, des unités qui sont mouvantes dans le temps, hein, pour des raisons de dynamique assez rapide. Bon, c'est le cas aussi dans les milieux alluviaux de façon plus générale. Et encore une fois, des cartographies avec des unités intégrées répondent assez bien à ces questions-là, puisqu'on va s'intéresser plus à l'échelle du complexe de végétation pour une unité fonctionnelle et pas aux végétations élémentaires qui entre elles interagissent parfois à des pas de temps assez courts. Alors en termes de méthodos
Plusieurs choses donc, qui ressortent des débats. D'abord, je commencerai simplement par dire, ça a été parmi les questions qui ont été posées, les temps de cartographie. Donc, ce qui a été donné là comme échelle de temps, c'est à peu près 30 à 150 hectares de carto par jour, en fonction de la diversité des situations, de la topographie, sans doute des accès, et puis de la diversité des végétations en présence. Quelque chose d'important, c'est de bien séparer une phase de description, d'observation. C'est vraiment, il y a quand même derrière tout ça une discipline naturaliste, une discipline de l'observation, avant la phase de cartographie. Et donc cette phase d'observation, elle permet de construire une typologie qui est pertinente et qui sera, on le souhaite, le plus efficace pour réaliser la cartographie. Alors cette échelle cette typologie, elle se fait à plusieurs échelles, puisque pour nous, l'échelle élémentaire de travail en phytosociologie, ça va être les végétations élémentaires. Mais on a vu qu'en termes de cartographie, c'est plus efficace de s'intéresser à des complexes de végétation. Et donc, il va falloir commencer par bâtir une typologie de végétation élémentaire, puis s'appuyer sur cette typologie pour construire une typologie de végétation effectivement cartographiable en fonction de l'échelle de la carte à produire. Donc je l'ai dit, intérêt de cartographier des unités intégrées avec plusieurs avantages. Déjà, ça permet d'être beaucoup plus exhaustif au niveau de la composition des végétations élémentaires, puisque les cartes qu'on dressait pour Natura 2000 avec des mosaïques, en réalité dans les mosaïques, dans les postes de légende, on citait les végétations dominantes, en insistant beaucoup sur celles qui étaient d'intérêt communautaire évidemment. Et beaucoup de végétation plus ponctuelle ou linéaire, de type ourlet, source, etc., pouvaient être passées sous silence à partir du moment où elle n'était pas ciblée par l'annexe de la directive. On est plus proche de la réalité compte tenu des échelles de cartographie, puisqu'il y a très peu de végétation finalement qui sont végétation élémentaire, j'entends, qui sont identifiables sur une carte, même au 5 millième, qui commencent à être quand même des échelles assez grandes. Et puis les limites des polygones réalisés sont beaucoup plus pertinentes, on l'a vu, pour des questions de limites qui peuvent être mouvantes, mais aussi pour des questions d'échelle, évidemment. Une conséquence aussi de ce type d'appréhension, c'est qu'on peut mettre en évidence la répétitivité de complexes de végétation ou de cellules paysagères. Alors, ça a été illustré dans la communication sur la Seine amont, et ça c'est un résultat intéressant aussi qu'on appréhende beaucoup moins à l'échelle des végétations élémentaires. Donc ça donne possibilité de cartographier rapidement aussi des unités dégradées, sans recourir à des inventaires exhaustifs des phytocénoses, c'est-à-dire de la liste des associations présentes dans les unités cartographiées. Dans beaucoup de cas, sur des surfaces immenses, on a des unités très dégradées. Et si on a un poste de légende qui nous permet de renseigner directement un complexe de végétation identifié, dans ce cas-là, on ne se donne pas le mal de reproduire des relevés élémentaires de végétation qui seront de toute façon très peu exploitables ensuite pour des synthèses ou d'autres travaux de connaissance ou de description. Alors ensuite, on a eu des travaux plus de géomatique et de modélisation. Donc deux choses. Un travail sur la modélisation de la probabilité de présence des zones humides. C'est un travail essentiellement basé donc, sur des résultats géomatiques et qui permet d'avoir déjà de gagner du temps en termes de délimitation de pré-cartographie, alors à l'échelle de l'hygrosphère de façon générale, et puis peut-être même on peut imaginer affiner à l'intérieur de ces unités, avoir une pré-cartographie. Et puis ça permet de préparer un échantillonnage aussi lié strictement à cette problématique des zones humides. Et puis le deuxième aspect, c'est la télédétection avec des images multitemporelles. On a vu des résultats donc, qui s'améliorent avec la qualité des images et avec donc, un résultat intéressant dans le sens où avec des échelles de l'ordre du 25 millième, donc je vais le qualifier de petite échelle en ce qui concerne nos échelles de travail, on peut obtenir des résultats assez précis avec des images à des pas de quelques mètres, et avec une série de 3 images temporelles. En revanche, si on augmente l'échelle, on obtient quelque chose de moins précis, mais à des échelles de l'ordre du 5 millième ou même du 15 millième.
Et ce qui a été suggéré parmi les questions dans la salle, c'était, alors, ce travail a été testé donc, au niveau des végétations élémentaires et au niveau des géoséries, de deux échelles très différentes. Et c'était d'essayer de tester ce travail à l'échelle des unités paysagères, qui est l'échelle de cartographie choisie pour les travaux de Carab et qui semble pertinente. Donc aussi à l'échelle de la transdisciplinarité, donc c'est mon troisième point. Donc cette échelle-là, elle permet de mettre en lien avec les problématiques de gestion, les projets de gestion, mais elle permet aussi d'avoir une compréhension des déterminismes des unités à travers l'observation d'autres paramètres, d'autres facteurs. Il y a une présentation qui nous illustrait sur la réserve naturelle de Saint-Denis encore la problématique des poissons brouteurs et des cygnes brouteurs qui avaient donc un fort impact avec l'expression des végétations et l'interprétation des unités qui étaient cartographiées. Voilà, et puis après sur l'aspect intégré, donc il y avait une communication sur un étang corse aussi qui insistait beaucoup sur la mise en perspective donc, des unités cartographiées à l'échelle de cellules paysagères et d'unités de gestion. Et puis de type d'impact, de fréquentation du milieu, de projets d'aménagement, donc pour évaluer des zones d'incompatibilité éventuelles entre des problématiques de conservation et des problématiques de gestion et d'utilisation du territoire. Voilà. Puis le dernier point, c'est de rappeler que tous ces travaux de cartographie, en parallèle, ils génèrent des données d'observation qui peuvent être des données floristiques, des données sur la chorologie des végétations élémentaires, des données descriptives avec des relevés phytosociologiques qui permettent de nourrir les typologies régionales, nationales, et puis des données d'inventaire qui permettent d'identifier même des espèces ou des associations végétales qui n'étaient pas connues dans les territoires inventoriés. Merci de votre attention.